Bonjour à tous. Déjà, bienvenue et merci d'être là pour notre Assemblée générale, cette journée des adhérents. C'est un temps fort de ces 4 jours particulièrement intenses pour l'ARSLA, puisqu'on a tenu nos universités des bénévoles depuis jeudi midi. Donc jeudi après-midi, vendredi toute la journée. Et ça a duré encore ce matin. L'Assemblée générale cet après-midi et la course demain dans le bois de Vincennes donc pour la 3e édition. Et chaque année, ça prend de l'ampleur. On s'en réjouit. Alors pour aujourd'hui, donc là on va commencer par la partie plus institutionnelle de notre journée, donc sur la tenue de l'Assemblée générale. Alors on a cette année, on a une Assemblée générale extraordinaire et une Assemblée générale plus classique. L'Assemblée générale extraordinaire a pour vocation de vous présenter les statuts. On avait pour idée de faire évoluer les statuts. On en avait déjà parlé il y a 2 ans, il me semble, mais les procédures avec la préfecture sont particulièrement longues et on n'avait pas tenu cette Assemblée générale extraordinaire justement, donc il fallait qu'on la tienne. Donc nos statuts n'ont pas été validés, donc comme c'était déjà depuis 2 ans, on en a profité pour les revoir. Et puis il y a aussi le Conseil d'État qui produit des modèles de statuts, qui a produit début 2019 des nouveaux modèles de statuts, donc on s'est aussi par le coup mis en conformité avec ces nouveaux modèles. L'Assemblée générale extraordinaire, on ne va pas pouvoir voter aujourd'hui puisque le quorum n'est pas réuni, puisque pour bien respecter la forme, ce qu'on veut évidemment s'attacher à faire cette fois, on doit avoir 10% des adhérents qui votent, ce qui ne sera pas le cas. Mais ça me semblait quand même important en ce jour d'Assemblée générale de pouvoir vous présenter les principales modifications qu'on envisage. Et on reconvoquera du coup une autre Assemblée générale extraordinaire où on n'a plus l'obligation de respecter le quorum du coup dans le futur. Mais je trouvais ça intéressant qu'on ait un temps d'échange, qu'on puisse vous présenter ces statuts et puis que vous puissiez du coup en prendre connaissance et éventuellement poser des questions si vous en aviez. Donc ça, je vous ai déjà expliqué le pourquoi donc, de cette évolution des statuts. Donc pour en venir directement à l'objet, donc vous avez reçu dans la convocation tout le détail des modifications qu'on apporte, mais pour vous lister les principales, c'est donc le changement du nom de l'association, parce qu'en fait, dans les statuts, l'association était toujours ARS et était jamais devenue ARSLA, alors que ça fait des années qu'on emploie ce nom, mais ça n'avait jamais été modifié dans les statuts. On a reformulé plus clairement nos missions, donc ça c'était aussi issu de tout le travail qu'on avait fait dans Challenge, etc. Donc on a reprécisé ça dans les statuts. Il y avait aussi la création d'un statut de membre bienfaiteur et de clarifier ce qu'était un membre d'honneur. Bon, après c'est des choses assez techniques sur les causes de radiation. Sur les candidats au conseil d'administration, donc ça c'était l'idée que quelqu'un doit être adhérent un minimum de temps avant de pouvoir entrer au conseil d'administration, ce qui nous semblait assez logique que la personne connaisse un peu l'association avant de rentrer au conseil d'administration. On a clarifié aussi la composition du conseil d'administration avec des collèges pour avoir un bon équilibre finalement et assurer la représentativité d'une part de scientifiques, chercheurs, cliniciens et d'autre part de patients et proches de patients. L'idée de conserver un président qui soit issu du collège des personnes qualifiées, donc ça c'est le souci d'être une association qui est avant tout une association de patients, et donc l'idée que la personne qui soit à la tête de l'association soit une personne qualifiée, donc issue du collège des patients ou de leurs proches. Après des précisions concernant le fonctionnement du conseil d'administration.
sur le recrutement du directeur général. Donc ça, c'était des obligations du Conseil d'État. Parce que, alors oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que du coup, on a retravaillé ces statuts et on a eu la chance d'avoir un contact au ministère de l'Intérieur, les services qui analysent les statuts. Et on a pu leur soumettre pour s'assurer qu'ils étaient conformes à ce qu'ils pouvaient valider pour qu'on n'ait pas à nouveau de déconvenus quand on soumettra nos statuts. Le clarification du rôle des antennes, donc ça c'est aussi tout le travail qu'on a fait autour de la structuration du réseau bénévole. Après, c'est des choses assez techniques, la période de validité de la cotisation. Alors ça, c'est je pense, quelque chose peut-être que vous avez remarqué, mais comme on faisait la cotisation était valable de date à date, on avait très souvent des gens qui nous appelaient en disant « mais est-ce que j'ai payé ma cotisation, est-ce que je ne l'ai pas payée, est-ce que je suis encore adhérent, pas adhérent ?» Donc on s'est dit que de se caler sur l'année civile, c'était peut-être plus facile, c'est qu'on est adhérent pour l'année en cours et puis on renouvelle chaque année en début d'année, et puis comme ça on a une validité qui est sur des dates plus fixes du 1er janvier au 31 décembre. Après voilà, sur le fonctionnement, donc le conseil d'administration, le conseil scientifique. Ah oui, donc là je suis passée en fait dans le règlement intérieur, parce que donc là on a, pour l'association, il y a les statuts. Et après, on a un autre texte qui est un peu plus technique, du coup, sur les modalités de fonctionnement des différentes instances, qui est le règlement intérieur, qui est joint aussi au statut. Donc sur la clarification, donc, à nouveau, des choses un peu plus précises, mais sur les antennes, sur la mission des bénévoles. Et donc voilà, ça, je vous ai présenté les principales modifications. Pour ceux d'entre vous qui ont pu en prendre connaissance, est-ce qu'il y a des choses qui ont appelé votre attention, si vous aviez des questions à poser? Bon, ok. Je vois que c'est bon. De toute façon, après, c'était pas des modifications majeures. Hein, c'est vraiment des clarifications sur le fonctionnement, puis l'idée une mise à jour un peu de ces statuts qui n'avaient pas été revus depuis longtemps. Donc ce que je comprends, c'est qu'il était prévu un éventuel vote, mais que de toute façon on n'a pas le quorum, donc c'est pas la peine qu'on le tienne. Je vais pouvoir passer du coup à l'Assemblée générale ordinaire et donc vous présenter mon rapport moral. Après, on a du coup la présentation du rapport financier et le rapport des commissaires aux comptes et l'élection des candidats au conseil d'administration. Donc sur le rapport moral qui donc vous avez été envoyé avec la convocation, ce qu'on se disait en y réfléchissant avec les uns les autres, c'est qu'on se disait que c'était une année qui était assez exceptionnelle parce qu'on a eu déjà c'était l'année où on a déménagé dans nos nouveaux locaux, donc voilà, c'était une année qui était importante pour l'association, et puis une année qui a enregistré des résultats financiers de très bonne qualité, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour nous. Donc avant de commencer, il fallait évidemment que je remercie tous ceux qui rendent cette assemblée générale possible. Tout d'abord l'ICM qui a la gentillesse de nous accueillir chaque année. Bien sûr, le professeur William Camus, président de notre conseil scientifique, et Maria Grazia Biferi, qui ont accepté de venir ici pour vous faire part des principales avancées sur la recherche. C'est vrai que c'est important pour nous, puisqu'il y a cette part formelle de l'Assemblée générale sur le rapport moral, la validation des comptes, l'élection au conseil d'administration. Mais c'est vrai que notre volonté, c'est vraiment d'en faire une journée des adhérents. Et donc, on sait que ce qui vous tient à cœur, c'est d'avoir des informations sur l'état de la recherche, raison de leur présence. Et aussi de pouvoir vous présenter l'ensemble des aides qu'on propose, des soutiens aux malades et à leurs familles, raison pour laquelle on a installé tous les stands à l'extérieur pour pouvoir vous renseigner sur ce qui vous intéresse. Merci bien sûr à monsieur Jean-Pierre Vercamer, notre commissaire aux comptes, qui est là cette année et malheureusement pour la dernière fois puisqu'il va quitter ses fonctions, mais on a encore la chance de l'avoir, donc profitons-en aujourd'hui. Et merci à vous d'être là, évidemment. L'association ne serait rien sans ses adhérents.
et n'est rien sans l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent chaque jour à nos côtés. J'inclus dans les bénévoles, bien sûr, tous les bénévoles qui étaient là hier pour les universités, ceux qui n'ont pas pu venir, mais aussi tous ceux qui, sur le territoire, se mobilisent tout au long de l'année pour organiser des manifestations, pour faire connaître notre association et pour récolter des fonds, ce qui est bien sûr essentiel. Donc si je reviens sur cette année 2018, en termes de soutien aux malades, on a une ligne d'écoute donc, qui fonctionne maintenant tous les jours et qui enregistre toujours un nombre d'appels croissant. On en a eu plus de 2000 en 2018, donc c'est vraiment important. Si on revient sur les motifs de ces appels, c'est essentiellement sur les avancées de la recherche. Des questions concernant la prise en charge ou des lieux d'accueil, des familles qui cherchent des lieux de répit, qui cherchent des lieux de prise en charge, et beaucoup de questions qui concernent aussi l'accompagnement à la fin de vie, qui est bien sûr un sujet essentiel. Donc cette ligne d'écoute, elle repose sur des bénévoles qui sont formés et sur les personnels de l'association. Et aussi tout particulièrement sur l'assistante sociale qui peut accompagner les personnes et les familles qui en ont besoin. C'est ainsi qu'on a pu accompagner plus de 790 personnes en 2018 avec des demandes d'information. Ça va de la demande d'information à un accompagnement plus poussé, bien sûr, quand c'est nécessaire, sur des sujets d'ordre social pour la constitution des dossiers, la recherche de logements adaptés quand ça s'impose, etc. Et puis des questions d'ordre juridique diverses selon les besoins de chacun. On a aussi structuré l'aide financière ponctuelle d'urgence, avec maintenant une commission qui se réunit pour attribuer ces aides. Ce n'est pas forcément des montants très importants, mais c'est des montants qui ont vocation à dépanner vraiment des familles qui sont en difficulté. On a eu par exemple le cas cette année d'une maman qui vivait seule avec sa petite fille qui était scolarisée, qui revenait entre midi et 2 pour l'aider à déjeuner. Enfin, c'était des situations et avec un reste à vivre qui était vraiment très faible. Et donc on a travaillé la mise en place d'une auxiliaire de vie qui n'avait pas encore pu être mise en place. On a pris en charge la cantine de la jeune. On les a aidés à s'organiser pour que la situation devienne plus vivable. On a travaillé donc toujours dans cette rubrique de soutien aux malades. On a aussi notre parc d'aide technique, donc qui est toujours plus important et qu'on s'efforce d'enrichir au fur et à mesure au regard de l'évolution des technologies, au regard de l'évolution des besoins des patients. Donc il est évalué à plus de 1,6 million d'euros aujourd'hui, donc répartis dans les différents parcs sur l'ensemble du territoire. Et ça a été plus de 2800 prêts en 2018. Avec maintenant une base de gestion de stock qui nous permet d'être toujours plus efficace pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins et en grande partie sur tout ce qui aide à la communication, puisqu'on sait que c'est des aides qui sont très coûteuses, mal remboursées, et puis qu'il est souvent utile d'acquérir assez vite parce que sinon ça n'est pas utile. Donc on s'est bien sûr concentré sur tout ce qui est innovation et nouvelles technologies, et on a continué à développer le Kikos. Donc c'était un outil qui avait été développé par l'association Les Papillons de Charcot, qui ont décidé d'arrêter leur activité et qui nous ont du coup légué le brevet sur cette technologie de communication. Et donc
on a aujourd'hui la capacité de fabriquer ces Kikos, de les prêter gratuitement à nos patients. Et on indique ici un prix parce qu'en fait, c'est aussi un outil qui peut intéresser d'autres pathologies. Et donc, dans ce cas-là, on a des exemplaires qui sont disponibles à la vente pour les patients que ça peut intéresser dans les autres pathologies. On a aussi toujours nos 3 véhicules aménagés qu'on prête pour les familles qui souhaitent les utiliser pour partir en congé. Donc c'est ainsi plus de 45 familles qui en ont bénéficié en 2018 sur des durées variables allant jusqu'à 3 semaines pour ceux qui en ont besoin. Et donc c'était au total près de 300 jours de prêt. On a aussi renouvelé l'appel à projet technique qualité de vie, qui est un appel à projet qui a vocation à aider l'équipement de structures qui accueillent des patients SLA. Et on finance dans ce cadre des projets multiples, mais par exemple des chambres domotisées dans les structures d'accueil qui permettent aux patients, lorsqu'ils sont hospitalisés, de pouvoir conserver leur autonomie et avoir une meilleure qualité d'accueil du coup dans ces structures. Deuxième grand axe de notre action, c'est toutes les actions de plaidoyer qu'on a pu mener. Donc ça, c'est important et c'est aussi pour ça qu'il est important que notre association ait beaucoup d'adhérents, puisque c'est grâce au poids de ces adhérents qu'on a du poids vis-à-vis des différentes institutions et qu'on est aujourd'hui reconnu comme l'association nationale sur la pathologie. Donc il y a toutes les actions qu'on mène au niveau local et grâce à nos antennes auprès des MDPH, auprès des agences régionales de santé et des institutions, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national. Et c'est dans ce cadre qu'on participe à tout un tas de groupes de travail. Donc tout ce qui est le comité de suivi du 3e plan maladies rares, qui est le plan qui encadre nos activités et le fonctionnement des centres SLA. Des groupes de travail au ministère de la Santé, donc que ce soit sur le dossier médical partagé, les directives anticipées, le sujet de l'errance diagnostique. Et un groupe de travail aussi auquel on participe sur les soins palliatifs et la fin de vie. On est aussi très étroitement impliqué sur les travaux de la filière FILSLAN. La filière, c'est la structure qui regroupe l'ensemble des centres SLA et qui fait l'objet auprès du ministère d'appels à projets régulièrement. Et donc on est là en ce moment dans la phase de renouvellement de la labellisation de la filière SLA. Donc c'est pas tout à fait terminé, mais on a eu quand même des bonnes garanties du ministère sur le fait qu'au sein de l'ensemble des maladies rares, la filière SLA allait rester une filière dédiée et spécifique, ce qui est très rare hein, dans les maladies rares, puisqu'en fait on a ça pour la SLA et pour la mucoviscidose, et qui nous garantit aussi des ressources stables sur le financement de l'ensemble de nos centres. Hein. Donc c'est vraiment des moments importants, mais on a des contacts très réguliers avec le ministère et on a des bonnes garanties sur le maintien de ces moyens. Pour ce qui est des actions qu'on a développées auprès des aidants, donc on a chaque année plus de groupes de parole. Bien sûr, c'est une action qui repose sur l'investissement des antennes qui arrivent à se mobiliser et à organiser localement ces groupes de parole. C'est plus de 820 personnes qui ont pu en bénéficier en 2018. Sur les aidants, on a aussi continué à développer l'application Mixiton et tout ce qui tourne autour de la cuisine, qui sont pour moi des projets qui sont importants puisqu'ils sont vraiment liés à l'esprit de ce qu'on veut faire dans l'association et ce qui est d'ailleurs dans
dans notre nom. On dit souvent que l'ARSLA, c'est l'association qui est là pour accompagner la vie. Et accompagner la vie, c'est accompagner les plaisirs de la vie. Et manger en fait partie. Et donc, travailler sur le plaisir de continuer à cuisiner et d'avoir du plaisir gustatif, même lorsque la nourriture est mixée, est quelque chose qui me semble très important. Donc il y a cette application qu'on a développée déjà il y a 2 ans, 3 ans, 2017, qui maintenant a été traduite en anglais et en espagnol, qu'on a présentée lors du forum international sur l'ARSLA, qui a lieu chaque année et qui commence à être bien connu aussi à l'étranger, puisqu'on a eu près de 10 000 téléchargements de l'application, et dont 30% à l'international. Donc on voit que c'était intéressant de pouvoir la traduire aussi en anglais et en espagnol. L'idée aussi du coup, de développer aussi ce qu'on peut faire autour de la cuisine. On a organisé déjà des ateliers pour les aidants de cuisine à l'école Ferrandi, qui est un lieu avec lequel on travaille bien, où on avait tenu déjà 2 fois le concours Mixiton. Et ils sont prêts à nous accueillir pour des ateliers de cuisine. Donc on l'a déjà fait une fois. Il y en a un qui a été reporté parce qu'il y a eu un souci de date, mais il y en a un qui est déjà programmé en juillet. Et puis l'idée est vraiment de pouvoir tenir ces ateliers une fois par trimestre, et de pouvoir aussi en faire d'autres ailleurs si c'était possible. Sur les aidants, on a aussi finalisé cette année le guide des aidants, donc qui est disponible sur notre site et que vous pourrez retrouver sur les stands à l'extérieur, qui avait vraiment vocation, dans toutes les étapes de la maladie, à répondre à un maximum de questions récurrentes qu'on pouvait avoir. Donc c'était un gros travail d'agrégation d'informations, mais je pense que c'est aujourd'hui un guide qui est utile sur cette pathologie qui est tellement spécifique. On a aussi travaillé les actions auprès des professionnels de santé. Donc l'idée, c'est d'organiser régulièrement des formations auprès des différents professionnels pour sensibiliser aux particularités de prise en charge de la SLA selon les différentes professions. Donc c'est des formations qu'on a fait avec les auxiliaires de vie, avec les bénévoles de structures de soins palliatifs. Donc ça, c'est vraiment une demande qui est venue de leur part. Ils se sont tournés vers nous parce qu'ils avaient pu... c'était notamment une structure à Paris qui avait pu accueillir des patients SLA et qui s'était trouvé relativement désarmé vis-à-vis de ces patients. Et donc, on a pu dialoguer avec eux et organiser ces formations qui sont appréciées et qui sont maintenant renouvelées chaque année. Et on a aussi travaillé avec les infirmières de coordination et les diététiciens, des formations qu'on a pu aussi organiser dans nos locaux. C'est vrai que les nouveaux locaux permettent aussi de faire plus de choses qu'avant. Alors sur notre troisième grande mission, qui est le soutien à la recherche, on a pu dédier en 2018 plus de 900 000 € à la recherche, donc répartis entre l'appel à projets sur la recherche d'une part, le financement du projet Pulse, qui est notre projet qu'on finance sur plusieurs années, et différents soutiens auprès de jeunes chercheurs, l'idée étant toujours de soutenir les jeunes qui s'intéressent à la SLA pour leur donner envie de continuer leur recherche dans ce domaine. Donc on a 2 types de financements différents. Le financement de la 4e année de thèse, qui est souvent problématique pour les chercheurs, et des prix jeunes chercheurs qui sont remis lors des journées de recherche qui se tiennent à l'automne, sur la base des présentations de travaux qu'ils sont amenés à proposer à ce moment-là. Donc ces fameuses journées recherche
enregistre aussi un succès croissant. L'idée originale de ces recherches, c'était d'avoir c'était d'avoir un lieu annuel en France où les chercheurs français sur la SLA puissent se trouver, puisqu'il y a déjà des instances qui se tiennent au niveau européen et international. Mais l'idée était aussi de travailler tout particulièrement le fait que chercheurs cliniciens et chercheurs fondamentalistes puissent se rencontrer, puisqu'il y avait finalement pas tellement de lieux où ces deux mondes pouvaient se rencontrer. Sur le protocole Pulse, on est aujourd'hui à 400 inclusions. Donc, je vous rappelle qu'on avait un objectif de 1000 inclusions. Donc, on voit que les inclusions mettent du temps à se faire. Mais on est quand même plutôt optimiste, puisque le rythme de ces inclusions augmente et que par ailleurs l'ensemble des données qu'on a déjà pu collecter permettent de constituer d'ores et déjà des terrains de recherche, et des recherches pourraient commencer assez rapidement, montrant toute l'utilité de cette base de données importante qu'on est en train de constituer. Alors sur l'accompagnement des patients et de leurs familles, c'était une des priorités que je m'étais fixée sur ce mandat à la présidence, c'était de pouvoir mieux structurer et de professionnaliser ce réseau de bénévoles. Donc on tient maintenant tout au long de l'année des formations qui sont dédiées aux nouveaux bénévoles, aux bénévoles qui s'intéressent, enfin aux personnes qui manifestent un intérêt pour l'association et qui souhaitent devenir bénévoles. Il y a des formations qui sont aussi dédiées aux responsables d'antenne et des sessions spécifiques pour les écoutants de la ligne d'écoute qu'on a évoqué au début de cette présentation, et puis bien sûr l'Université des bénévoles dont je vous parlais en introduction. L'année 2018 a aussi été marquée par une nouvelle campagne de communication. J'espère que la plupart d'entre vous ont pu en prendre connaissance. Elle a eu plutôt une bonne diffusion à la télévision, à la radio et dans différents médias. On devrait aussi, en fin de mois, avoir un grand nombre de quais de métro, ce qui est dès demain, alors excusez-moi, donc dès lundi. Avec cette affiche. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut particulièrement remercier Christine et Jean, notre vice-président, qui ont travaillé à cette campagne, et avec une agence de communication qui est particulièrement sensible à notre cause et qui a su, à mon sens en tout cas, travailler efficacement sur ce sujet et comment on communique sur cette maladie qui est quand même quelque chose de compliqué. Mais donc la campagne a été, la première diffusion s'est faite en fin d'année, et on a vu les effets assez rapidement, puisqu'on a eu une croissance du nombre de donateurs, donc plus 1000 sur les 3 mois qui ont suivi, et on voit aussi que ça a un impact non seulement sur la collecte, mais aussi sur la notoriété de l'association, puisque on a pu voir une augmentation aussi rapide des sollicitations sur la ligne d'écoute. Donc sur cette notoriété, on a nos événements qu'on travaille chaque année et auxquels on essaye de donner de plus en plus d'ampleur. Donc la course qui aura lieu demain, et l'événement qu'on travaille autour de la natation. Donc ça, c'est un clin d'œil à nos amis hollandais qui organisent chaque année une très très grosse course dans les canaux à Amsterdam au profit de la lutte contre la SLA. Et donc, on a fait une première édition. On avait essayé de faire ça au canal de la Villette, qui est maintenant ouvert à la baignade, mais ça s'est avéré trop compliqué pour des raisons de sécurité. Donc on a fait ça en piscine l'année dernière, mais on a maintenant un bon partenariat avec la Fédération française
de natation, et donc on pourra refaire une autre édition dans une piscine. Et il y aura aussi un week-end où la Fédération française de natation organise un événement sur l'ensemble de la France, avec des bénéfices qui sont reversés à 3 associations, et donc on pourrait faire partie cette année-là de ces associations. Donc c'est pour nous un partenariat qui est très intéressant pour la collecte, et puis surtout pour faire parler de la maladie. Et ben voilà, je pense que je vous ai fait part des grands projets qu'on a menés en 2018. Je suis bien sûr disponible pour vos questions si vous en avez, et puis après, il faudra qu'on passe au vote. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le rapport financier. Vous avez certainement lu toute la documentation qu'on vous a envoyée, et je vais être plus simple dans la présentation et peut-être plus clair. Alors, pour la deuxième ou troisième année, j'ai mis en titre du rapport financier une année atypique. Bon, théoriquement, une année peut être atypique une fois, mais chez nous, elle a été 2 ou 3 fois. Alors pourquoi elle a été? Parce que nous avons regroupé sur ces dernières années plusieurs opérations très importantes qui ont modifié nos différents équilibres. Nous avons d'abord acheté un nouveau siège qui est bien plus grand et vendu l'ancien. Nous avons également bénéficié de legs tout à fait exceptionnels sur ces 2 dernières années, qui nous ont servi pour ces opérations, mais qui nous ont également servi pour verser des montants de subventions beaucoup plus importants que ce que nous faisions d'habitude. Et en temps normal, déjà, on verse des montants relativement importants. Et notre objectif pour tout ça, c'était de maintenir nos équilibres, notamment en matière de trésorerie habituelle. Nous avons l'habitude d'avoir entre 2 millions et 2 millions 200 000 euros de réserves. Alors pourquoi avons-nous autant de réserves? C'est quelque chose qu'on précise tous les ans, pour principalement 2 raisons, et même 3. La première, c'est que il faut qu'on garde de quoi subvenir, de quoi permettre à l'association de continuer à exister si jamais on avait sur quelques mois une baisse importante de dons, puisque je vous rappelle que l'essentiel de notre trésorerie provient de dons privés. On n'a pas d'aide de l'État. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième est que nous avons toute une série d'engagements. C'est-à-dire que quand on donne des accords de financement, ça se donne sur des montants qui sont versés en plusieurs fois, qui sont versés au fur et à mesure de l'avancement des recherches. Ça fait que ce n'est pas parce qu'on donne un accord que l'argent sort tout de suite de la trésorerie. Il nous faut garder ça en réserve. Et puis, troisième raison, nous avons toujours l'espoir qu'à un moment donné, une demande de subvention exceptionnelle va nous arriver et qui permettrait d'avancer, de faire avancer la recherche d'un très grand pas. Donc là aussi, il faut garder un peu d'argent en réserve. C'est ça qui explique qu'on a ce montant de 2 200 000 de réserve. Et on le retrouve d'ailleurs là, malgré toutes les opérations qu'on a menées sur ces dernières années, on le retrouve au bilan au 31-12, je crois que c'est 2 311 000 de mémoire. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail. Oh, pardon, je n'ai pas appuyé sur le bon. Donc les résultats financiers. Alors, je vais d'abord vous mettre, pour mémoire, les chiffres de 2017 et on va parler de 2018. Les dons sont certes en baisse entre ces 2 années, mais ils sont en réalité en hausse. Alors pourquoi ils sont en hausse alors qu'ils ont l'air d'être en baisse? Parce qu'en 2017, on a eu 726 000 euros de versement d'une fondation. C'était quelque chose de différent qui ne se reconduit pas tous les ans. Donc ça fait qu'en réalité, les dons de l'année dernière étaient de 900 000 et des poussières. Et cette année, on a 1 300 000. Donc on a bel et bien une augmentation de dons. Et pour nous, c'est une nouvelle tout à fait excellente, dans la mesure où 2018 a été une année dure pour beaucoup d'associations, parce que, bon, il y a eu la crise, il y a le fait que fiscalement, il y a eu le prélèvement à la source qui a fait que beaucoup de personnes se sont posé des questions par rapport aux déductions d'impôts. Nous, bon, on a bénéficié de 2 facteurs. D'une part, on a des donateurs qui sont souvent concernés par la maladie.
Donc qui sont beaucoup plus fidèles que dans des associations traditionnelles. La deuxième chose, c'est que les campagnes qu'on a menées ont vu arriver une nouvelle famille de donateurs qu'on ne connaissait pas avant. C'est des gens qui n'étaient pas concernés par la maladie, et on s'aperçoit que les campagnes qu'on a menées ont à chaque fois fait venir plusieurs centaines de personnes différentes. Et c'est pour nous, en tout cas pour la partie financière, une excellente nouvelle. Les manifestations ont rapporté un peu moins, par contre les legs ont été en forte augmentation. Cette partie leg fait partie du cycle année particulière ou année atypique. Et vous verrez que l'année prochaine, on va revenir malheureusement à des chiffres plus traditionnels. Et dans les fonds privés, on a 862 751 € par rapport aux 136 000 de 2017. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans qu'on trouve la plus-value de la vente qu'on a réalisée de notre ancien siège. C'est là-dedans qu'on trouve également, mais ça on le trouve tous les ans, les loyers des immeubles dont on est encore propriétaire qui ne sont pas encore vendus. C'est là-dedans qu'on trouve également les intérêts de nos placements. Malheureusement pour cette partie-là, compte tenu de l'évolution des taux, le montant baisse tous les ans. Donc voilà pour la partie recettes qui s'est montée en totalité à 3 525 000 €. Passons aux dépenses. Et pour 2018, voilà ce que ça donne. Nos frais de fonctionnement sont sensiblement identiques parce qu'il ne s'est pas passé d'événements particuliers. On n'a pas embauché, il n'y a pas de raison qu'il y ait eu des dépenses particulières. Les frais de recherche de fonds ont augmenté. On est passé de 110 à 230 000. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a d'une part notre campagne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a édité beaucoup de documents l'année dernière pour cette partie-là. La recherche, on est passé de 1 175 000 à 920 000. Il ne s'agit pas d'une baisse dans la dotation, parce qu'en 2017, il y avait ce versement exceptionnel qui venait de la Fondation, qui a été reversé immédiatement pour Mine. Donc si on enlève de nouveau, si on isole cette partie-là, 920 000 €, c'est un montant qui est plus important que ce qu'on faisait dans les années normales. Pareil pour l'aide aux malades, qui est passé de 432 000 à 669 145. Donc pour un total de 2 192 042. Alors si on prend les recettes et qu'on enlève les dépenses, on arrive à un résultat excédentaire. Alors en association, un résultat excédentaire, ce n'est pas un bénéfice, c'est simplement la différence entre les recettes et les dépenses. Alors, c'est 1 333 444, il correspond à quoi? Il correspond d'une part à la plus-value qu'on a encaissée l'année dernière, il correspond également au montant de legs qui est bien plus élevé, et en même temps, il faut enlever la partie de dons qui est plus faible à cause du mécénat. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut expliquer le 1 333 000. Et comme le prévoient les statuts et la réglementation, on va vous proposer une affectation que vous trouverez dans la résolution 4. On va voter toutes les résolutions en même temps sur le document jaune que vous avez. Et donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est que ce 1 333 000 va être affecté de la manière suivante. On va verser 600 000 € pour Pulse. On prévoit 500 000 € pour l'aide aux malades et 233 444 pour la recherche. Ces montants-là sont complétés par d'autres montants, les montants habituels qu'on consacre à ces différentes opérations. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir ce qu'on fait avec les dons que vous nous faites. C'est-à-dire que lorsque vous nous versez 100, qu'est-ce qu'on fait avec ces 100? Ces 100 € se divisent en 3 parties. Il y a d'une part des frais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait de la collecte, il y a des frais qui peuvent être liés à la publicité, aux documents qu'on édite, aux reçus qu'on édite, aux reçus qu'on envoie, et ainsi de suite. Donc des 100 €, il y a 11 € qui partent en collecte de frais. On a 17 € de frais de fonctionnement. Ça, c'est les salaires, c'est les charges, électricité, eau, ainsi de suite. L'année dernière, il y a eu des travaux spécifiques. C'est un peu plus que d'habitude, 17 €, parce que l'année dernière, on a eu quelques travaux spécifiques liés au niveau local qu'il a fallu aménager. Et il y a 72 € qui sont concernés pour les missions sociales. On est là dans des ratios tout à fait acceptables, tout à fait corrects, même plus que corrects, puisque lorsque le don en confiance vient nous contrôler, ce qu'ils font régulièrement, ils valident ces chiffres-là.
en disant, voilà, est-ce que vous êtes dans un fonctionnement abusif ou est-ce que vous êtes dans un fonctionnement louable? Et ils estiment qu'on mérite toujours encore leur label. Et alors après, des 72 € qui restent, qu'est-ce qu'on en fait? Ça sert pour les deux types de missions sociales. En gros, sur 72 €, il y a 30 € qui sont consacrés à l'aide aux malades et il y a 40 € qui sont consacrés à la recherche. Dans nos statuts, on prévoit moitié-moitié. En réalité, d'une année à l'autre, on n'est jamais à moitié-moitié. Il y a toujours une partie qui est gagnante et puis sur la durée, ça s'équilibre. Donc, là, tout à l'heure, on va donc vous demander de valider ou non le rapport financier, c'est la résolution 2. De même qu'on va vous demander dans la résolution 4 de valider ou non la répartition de l'excédent de la manière dont je vous l'ai indiqué. Voilà, ça c'est donc pour l'année 2018. Maintenant, voyons ce qu'on prévoit en 2019. Donc, comme je l'ai dit, on va rentrer. Alors, j'ai appelé ça une année en demi-teinte, c'était peut-être pas tout à fait exact, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une année qui correspond à un retour à la normale du point de vue financier. Des années qu'on a connues il y a 3-4 ans, même si les montants, globalement, vont être plus élevés que ces années-là, parce qu'on est quand même dans une évolution régulière. Alors, voilà ce que donne le budget prévisionnel en termes de recettes. Je vais tout faire afficher, c'est plus simple. Donc, laissons tomber le 3 526 000 de 2018, qui est particulier, et occupons-nous de 2019. Donc, si je pars du bas, en adhésion, on va développer nos campagnes d'adhésion pour avoir 40 000 €. En don, on espère, enfin notre prévision, c'est 1 million. Les manifestations, on souhaite développer les manifestations par rapport à l'année dernière et passer à 300 000 €. Et vous voyez qu'en matière de legs, on ne peut pas prendre comme référence le 1 069 000 de 2018 et le montant de 2017. On revient à quelque chose qu'on estime aujourd'hui devoir être de l'ordre de 300 000 €. Et il y a des fonds privés pour 250 000 € qui correspondent à des loyers, qui correspondent à des intérêts principalement. Et puis il y a quelques aides, parce qu'on demande quand même des subventions pour certains types d'opérations, comme les formations. Donc cette partie-là, ces subventions-là, rentrent dans les autres fonds privés. En matière de dépenses, qu'est-ce qu'on prévoit? Alors, le budget prévisionnel a ceci de particulier, c'est qu'on prévoit toujours de dépenser au centime près les recettes qu'on imagine avoir, ce qui ne se passe non plus jamais, quoi. Donc les frais de fonctionnement vont baisser dans la mesure où il y a des travaux qu'on a réalisés qu'on ne va plus faire. Les frais de recherche de fonds baissent également parce que l'année dernière, on a supporté la campagne. Cette année, on n'aura plus à la supporter. Les frais de recherche, le montant des recherches, on l'imagine à 900 000 € et l'aide aux malades à 550 000 €. Voilà ce que donne le prévisionnel. Et tout ça, vous allez le retrouver dans la résolution 5, sur laquelle on vous demande de vous prononcer. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Vercamer, qui est notre commissaire aux comptes, qui va vous dire ce qu'il pense de tout ça. C'est toujours un grand moment de stress pour nous. Bonjour à toutes et à tous. Avant peut-être de vous donner lecture de nos deux rapports, sur les comptes annuels et l'autre, le rapport spécial sur les conventions réglementées, peut-être juste un bref rappel sur les travaux que nous avons effectués en tant que commissaire aux comptes. On a tenu une réunion de synthèse avec la direction générale et le trésorier le 8 avril dernier. On était présent au conseil d'administration qui a arrêté les comptes le 26 avril. Alors ça a été l'occasion de faire un point sur les points d'ordre comptable et d'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2018. Ça a été aussi l'occasion de partager un certain nombre de points d'actualité relatifs au secteur associatif qui en fait constituent un petit peu le fond d'écran avec une évolution qui est l'évolution dans laquelle l'association Arsla est amenée à évoluer au quotidien. Je vais vous le faire en 2 minutes. Ça me semble intéressant et simplement pour vous dire que Arsla a parfaitement, au niveau de son management, parfaitement identifié les points d'attention qui étaient les suivants. La première est très philosophique, c'est ce que j'appelle la mesure d'impact et de performance. Il devient aujourd'hui extrêmement important pour tout type de financeur, que ce soit privé ou public, d'avoir un retour qualitatif
Alors, c'est ce que j'appelle les belles histoires à raconter au niveau de l'association par rapport aux fonds qui ont été reçus et octroyés à l'association. Donc il y a vraiment un effort particulier qui est fait dans ce domaine-là que vous pouvez retrouver dans le rapport de la présidente et dans le rapport du trésorier, et j'y reviendrai sur un certain nombre de points, mais ce sera véritablement le facteur différenciant par rapport à d'autres associations qui font appel à la générosité du public dans le futur. Deuxième point, c'est la réforme comptable à venir. On est en 2019, c'est en fait la colonne N-1. L'année prochaine, en 2020, on changera de plan comptable sur les associations et les fondations. Ça a parfaitement été intégré par l'association, mais il y aura un certain nombre de changements de méthode comptable et de présentation à incorporer dès l'année prochaine. Moins sympathique, la multiplication de problèmes de cybersécurité et d'attaques et d'intrusions de gens mal intentionnés qui rentrent dans les systèmes d'information, d'où la nécessité d'être particulièrement précautionneux au niveau de la maintenance de ces systèmes d'information. Ce message a aussi été entendu. Le point suivant, c'est le RGPD, le Règlement général de protection des données. On a à nommer un DPO, quelqu'un qui est en charge de la protection des données. On a à mettre en place un registre pour inscrire tout un tas de procédures qui protègent les données sensibles ou personnelles. Ce message aussi a été entendu. Alors tout ça devait être bouclé pour le 25 mai 2018. On est déjà au printemps 2019. La CNIL est parfaitement au courant que quand on est dans le secteur associatif, on n'a pas forcément les mêmes moyens que dans le secteur concurrentiel ou les entreprises du CAC 40, mais je pense qu'il faut simplement là être diligent et pas négligent par rapport à ce type de problème. Et vous avez peut-être lu dans la presse ou pas que la CNIL avait déjà commencé à intervenir sur notamment la place de Paris et que les sanctions pécuniaires étaient des sanctions extrêmement fortes. Là aussi, ce message a été entendu par la direction. Je vais le dire élégamment, un intérêt marqué de l'administration fiscale sur un certain nombre de contrôles à organiser sur le secteur associatif. Ça vaut sur l'IS, ça vaut sur l'IS à taux réduit. C'est parfois de petits montants, mais répétés par des milliers d'associations, ça fait des sommes assez colossales qui rentrent dans les caisses de l'État à la fin de l'année. La sectorisation fiscale, les règles d'extraterritorialité des dons, les cadrages des reçus fiscaux qui ont été émis par l'association. Donc voilà, il ne faut pas se faire prendre au jeu. Il y a de très belles perspectives au niveau de l'ARSLA. Il ne faut surtout pas, je dirais qu'on ait une mauvaise surprise, j'allais dire presque bêtement, de ce côté-là. J'arrive à la fin. Contrôle de l'AFA. Le dernier petit qui vient nous faire des contrôles, c'est l'Agence française anticorruption, avec un certain nombre de contrôles sur la corruption et les prises illégales d'intérêt. Et puis le dernier point, c'est les travaux du don en confiance sur la notion de politique de réserve. Et là, ARSLA a devancé tout le monde, puisqu'on a déjà, dans le rapport du trésorier, si vous l'avez lu, un paragraphe qui s'appelle politique de réserve. Et les quelques commentaires qui ont été donnés par Laurent Petitjean juste avant expriment, je dirais, la raison pour laquelle on ne peut pas se considérer comme trop riche, pas suffisamment riche, je dirais, pour avoir un risque en termes d'aléas économiques et financiers, mais on a juste une bonne mesure par rapport à l'emploi de ce que l'on va faire dans le futur. On a revu, comme chaque année, la totalité des procédures qui concourent à l'établissement de ces états financiers. On a toujours quelques recommandations, c'est juste une capacité à augmenter l'efficacité ou la sécurité en termes de procédures, absolument rien d'autre. On s'est assuré du respect des contraintes de l'appel à la générosité du public. Vous avez bien fait les déclarations de campagne de dons auprès de la préfecture, bien publié les comptes de l'année dernière dans le journal officiel des associations. Et comme on est AGP, appel à la générosité du public, vous avez fait un CER, un compte d'emploi des ressources, qui effectivement fait ressortir un taux de mission sociale à 72,4%. On est au-dessus de la moyenne nationale française à ce niveau-là. Et quand on est en appel à la générosité publique, il faut savoir faire aussi des frais de recherche pour collecter des dons supplémentaires. On a fait notre revue fiscale, simple parce que vous êtes non soumis aux impôts commerciaux, mais il n'y a pas non plus d'impôts à taux réduit. On a vérifié que c'était effectivement tout à fait judicieux de ne pas le calculer. On a revu le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Je vous confirme qu'il n'y a pas de changement de méthode comptable par rapport à l'année dernière. Et puis on a regardé tout ce qui est respect de la continuité d'exploitation et des grands équilibres financiers. Je crois que vous additionnez cette année quand même quelques indicateurs financiers que tous les commissaires aux comptes aiment bien découvrir quand ils font leur contrôle. Un résultat net positif de 1,3 million. Je m'empresse aussi de rajouter en tant que commissaire aux comptes qu'on n'est pas du tout dans le cadre de la thésaurisation. Je pense qu'on ne fait pas une plus-value de cession sur ces biens immobiliers qui servent de bureau chaque année. Donc là, c'était une bonne nouvelle, ça a été un peu plus de 800 000 €. Et effectivement, juste une alerte, c'est en termes de legs, je pense que c'est très prudent le budget 19 parce que les legs sont très erratiques. On peut avoir pas de montant une année, un très très gros montant une année comme ça a été le cas cette année et peut-être un peu moins les années suivantes. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Le résultat d'exploitation est positif de 484 000 €. Certes, il y a une diminution de mécénat, mais c'était parce que celui de l'année 17 était presque anormalement, exceptionnellement très, très élevé.
un peu moins de produits de manifestation, une grosse augmentation des legs. Je pense qu'il faut en être ravi, parce que ça veut dire aussi qu'il y a une notoriété, un buzz positif qui est en train de naître très fortement autour de l'ARSA. C'est une bonne nouvelle. C'est important de dire que les dons augmentaient, parce que le CNRS a dit que pour l'année 18, c'était plutôt au niveau national entre moins 3 et moins 4%. Chez vous, ça a augmenté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le résultat financier est positif à 41 000 euros. Le résultat exceptionnel, je l'ai dit, plus 810 000 euros. Ce qui a permis, d'investir dans des nouveaux locaux qui représentent environ 1,7 million, sans que cela ait un impact sur les frais de recherche et sur l'aide aux malades, ce qui était le but un peu angoissant qui était recherché il y a 1 an ou 2, et on a respecté, vous avez respecté finalement ce point particulier. On a des fonds associatifs de très bonne qualité, une trésorerie un peu plus faible, mais à date au 31 décembre par rapport à l'année dernière. Un actif circulant, les créances et la trésorerie très largement supérieures aux dettes exigibles à court terme, ce qui témoigne d'une qualité de l'équilibre financier de l'ensemble. Et on ne se fait même pas peur avec les provisions, puisqu'il y a 0 de provision sur l'actif du bilan et qu'on n'a que 2 KE de provisions pour risques et charges, ce qui est aussi la symbolique qu'on n'a pas de litige et pas de contentieux à gérer. Je vais rajouter qu'on n'a pas de problème avec l'administration fiscale, pas de problème avec l'URSSAF, pas de problème avec la Cour des comptes, pas de problème avec l'AFA et pas de problème avec la CNIL. Donc c'est difficilement autre chose que je peux vous donner en termes d'opinion qu'une opinion sans réserve et sans observation. Je vous la lis de façon solennelle. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. C'est ce que l'on appelle une opinion sans réserve et sans observation. Je vous fais grâce d'une lecture détaillée. Dans les autres paragraphes de justification des appréciations, on indique qu'on est en parfaite adéquation avec les principes comptables que vous avez utilisés. Et dans le paragraphe vérification spécifique, que nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance entre le rapport de gestion et le rapport du trésorier qui vous a été donné et toutes les données comptables et financières qu'on a été amené à auditer. Et je vous rappelle que ces comptes annuels avaient été arrêtés par le conseil d'administration du 26 avril dernier. On vous doit un rapport spécial sur les conventions réglementées. C'est en fait rapporter toutes les conventions passées entre l'ARSLA et toute autre structure avec laquelle on aurait des administrateurs communs concernés. Je vous lis le texte, ça ira plus vite. L'ARSLA finance chaque année par dotation des projets de recherche menés par des instituts de recherche au sein desquels les chercheurs peuvent également être membres soit du conseil d'administration, soit du conseil scientifique de votre association. Je vais aller vite, mais je vais rappeler les différents financements qui ont été accordés. Une convention avec le CNRS pour l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, qu'on appelle l'INSIA. Cela concerne le projet de recherche ciblé KCC2 au moment de la naissance. C'est porté par le docteur Pascal Blanchereau, qui est membre du conseil scientifique. La somme qui a été accordée est de 71 000 euros. Une convention passée avec la filière de santé maladies rares FISLAN, ça concerne l'organisation des 4e journées de recherche sur la SLA. C'est porté par le professeur Claude Desnoël. La somme accordée était de 13 000 euros. Une convention avec le fonds de dotation du CHRU de Lille. Ça concerne le projet de recherche EFIGI. Et c'est porté par le professeur David Devos, membre du conseil scientifique. La somme accordée était de 50 000 euros. La convention passée avec l'Institut de myologie du CHU de la Pitié-Salpêtrière, ça concerne un projet de recherche optimisation de la thérapie génique pour la SLA. C'est porté par le docteur Biferi, membre du conseil scientifique. La somme accordée est de 71 000 euros. Et une convention avec l'Institut neuromyogène IMSERM U1217. Ça concerne le projet de recherche identification de biomarqueurs pour le diagnostic de la SLA. C'est porté par le docteur Leblanc et la somme accordée est une somme de 50 000 euros. On précise par ailleurs que la qualité de vie des malades est une priorité pour l'ARSLA et dans ce cadre, une convention tripartite a été signée avec M. Philippe Benjamin, membre du conseil d'administration, et son entreprise Tendre une main et l'hôpital San Salvador, afin de permettre à des malades SLA de bénéficier d'une journée à la plage. Voilà, une chose à retenir de ma part, c'est surtout une certification sans réserve et sans observation. Je n'aime pas faire dans la personnalité, mais c'est vrai que la présidente a signalé que c'était ma dernière assemblée générale. Je pars à la retraite, ce sont des choses qui arrivent. Donc Deloitte continuera avec la même équipe et avec Jamel Zari, que vous connaissez bien, qui intervient comme directeur de mission et qui est aujourd'hui associé, qui intervient depuis 4 ans sur votre dossier. Donc il n'y aura pas de secousse à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'il y a des dossiers que l'on fait un peu machinalement parce que c'est notre métier. Il y a des dossiers où il est agréable d'intervenir.
Arsla était pour moi vraiment un dossier où il était agréable pour moi d'intervenir. Je voulais vous remercier pour votre confiance, pour la fluidité des échanges que l'on a pu avoir, pour l'écoute que vous avez pu avoir, pour le partenariat. C'est embêtant toujours d'avoir un commissaire aux comptes qui pose un tas de questions, qui demande un tas de justificatifs, mais ça a toujours été pris dans le bon sens. Et puis pour la qualité relationnelle entretenue avec la présidente, la directrice générale, le trésorier et tous les membres de l'équipe s'ils sont présents au niveau de l'ARSLA. Voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Monsieur Vercamer pour votre confiance. Merci également pour toutes ces années passées ensemble. Pour nous aussi, ça a été des moments agréables et intéressants et plein d'apprentissage. Voilà. Et excellente retraite. Vous verrez, c'est assez magique. Merci également à Irène Scolin d'être présente. Elle représente KPMG qui est notre comptable et avec qui nous entretenons également des rapports tout à fait passionnants. Donc maintenant, je passe au moment des questions. Si vous avez des questions sur les finances, allez-y. On va essayer de vous répondre. C'est bien que je fasse ça après le passage M. Vercamer, parce que, en théorie, devraient être rassurés ceux qui pouvaient avoir des inquiétudes. Merci. D'abord, je voudrais vous dire que, aussi bien la présidente que à vous-même, mes félicitations pour le travail que vous avez accompli et que vous accompagnez. Au niveau du financement public, je suis frappé de voir que dans votre document, on a une somme qui est tout à fait dérisoire, puisque vous aviez 600 euros l'année dernière, vous prévoyez 6 000 euros cette année. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que les financements publics passent par un autre canal que votre association? J'imagine, en ce qui concerne la recherche, peut-être par la filière, mais ça, je ne sais pas si non, bien pas les du choses. Et sinon, comment est-ce que le troisième plan, notamment, puisqu'il y a un troisième plan pour les maladies rares, se positionne par rapport au financement des recherches qui sont nécessaires et pour lesquelles vous contribuez autant que vous pouvez, 900 000 euros, mais évidemment, certainement que les besoins sont beaucoup plus importants. Oui. Alors d'abord, les chiffres qui figurent sur notre bilan sont bien sûr exacts, c'est-à-dire que du public, nous recevons très peu d'argent. Alors, ça ne veut pas dire que le public ne fait rien pour la SLA, il le fait à deux niveaux. D'une part, lorsque quelqu'un nous fait un don, il a 66% de réduction d'impôt, même si ce n'est pas de l'argent donné directement, c'est bel et bien un manque de trésorerie pour l'État. Donc, à titre personnel, je considère que c'est une aide intéressante parce qu'il faut aussi que l'association soit habilitée à recevoir ce type d'aide, ce qui est notre cas. Après, le public, et ça, la présidente pourra peut-être vous en dire plus, le public finance également les centres SLA. C'est-à-dire que ces centres SLA, du fait qu'ils aient été renouvelés, que le plan des maladies rares continue, et qu'on ait ce positionnement particulier à l'intérieur qui nous distingue des autres maladies, nous permet bel et bien indirectement, même si ça ne passe pas à travers l'association, de bénéficier de l'aide du public. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Alors, quels sont les montants qui figurent sur notre bilan? C'est tout simplement, en général, c'est des aides à la formation. C'est-à-dire qu'on fait certains types de formations, on demande des aides et on touche quelques milliers d'euros. Mais depuis toujours, notre bilan, les recettes, ne se composent que de fonds privés. Donc on a vraiment besoin de nos adhérents, de nos donateurs. Donc c'est pour ça qu'on est très attentif à ça et que depuis quelques années, on a choisi de compléter le montant, enfin les donateurs habituels par une nouvelle race de donateurs, on va dire ça comme ça, en faisant de la publicité. Bon, accessoirement, la pub, enfin, la communication nous permet également d'exister sur le marché, parce qu'aujourd'hui, il faut à tout prix que votre nom soit connu, y compris auprès des malades.
Peut-être plus pour ajouter, mais c'est une très bonne question, hein. Bien sûr, il y a tous les financements des structures hospitalières, la recherche publique qui finance toute l'infrastructure. Et puis, il y a aussi tous les financements assurance maladie sur la prise en charge de tous les patients. Après, je pense qu'en ce qui concerne notre association, on peut avoir des financements publics ponctuels, des subventions sur quelques projets, mais c'est aussi pour nous un gage d'indépendance de ne pas avoir trop de financement public, évidemment, en tant qu'association de patients pour se positionner et pour pouvoir aussi faire tout notre travail de plaidoyer auprès des différents ministères. Donc, voilà, mais après, le public est bien sûr très présent dans l'ensemble de la prise en charge, mais ça ne transite pas par notre association. Voilà. Y compris de faire du lobbying d'une façon plus décontractée. Quand on dépend totalement du public, on ne peut pas en même temps demander autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous parler des centres SLA? Des centres SLA, c'est ça? Oui, c'est ça la question? Oui. Il y a 17 centres SLA en France, 17 ou 18, 19. On n'est pas ça, 19. Parce qu'il y a eu, donc il y a eu un renouvellement, donc il y a 19 centres SLA en France. Et en fait, c'est des consultations qui sont pluridisciplinaires au sein des hôpitaux. Je ne sais pas exactement sur quoi porte votre question. Est-ce que ce sont des centres spécifiques qui accueillent des malades sur un certain laps de temps, ou est-ce que c'est vous avez l'air de dire des consultations en hôpital? Pluridisciplinaire. En fait, c'est un service dans un hôpital qui est particulièrement dédié à l'accueil des patients SLA. Et justement, c'est une consultation pluridisciplinaire, parce que ça permet que, au-delà de quand on va voir juste un neurologue, par exemple, le patient SLA, quand il vient au centre SLA, il peut voir l'ensemble des professionnels sur la même journée et avoir une prise en charge qui est consolidée, ce qui manquait totalement auparavant. Puisqu'en fait, il y avait les neurologues là où on n'a que des consultations, par exemple, il y a les neurologues, mais il n'y a pas tous les professionnels médicaux et paramédicaux autour qui permettent une prise en charge complète et l'accompagnement des patients. Si je peux me permettre, Marie, vous avez dans la salle, madame, 3 professeurs qui sont responsables de centre SLA. Le professeur Garcia, qui est juste à votre droite, le professeur Candé-Sanché et le professeur Camus. Donc n'hésitez pas à discuter avec eux en aparté. Et l'intérêt aussi de connaître les lieux de ces consultations, de façon à éventuellement pouvoir, lorsque l'on entend parler de malades qui sont concernés par la SLA, mais aussi par la DFT, car c'est souvent mon cas, sur la plateforme téléphonique, il y a des personnes qui, tout d'un coup, alors qu'elles étaient jusqu'à maintenant malades DFT, découvrent que s'ajoute la SLA et donc sont un peu perdues. D'accord. Alors sur le site internet, il y a vraiment les coordonnées de tous les centres SLA. Donc ça, c'est pas sur le site internet. Oui, sur le site internet de l'association, il y a vraiment la coordonnée de tous les centres SLA si vous avez des difficultés à ce niveau-là. Donc on va passer à la partie élection du membre du conseil d'administration. Donc ce qu'on va faire, on va inviter les différents candidats à venir se présenter, et on va commencer par Jean Dartic, donc qui est notre vice-président donc depuis 2 mandats, qui se présente pour son 3e mandat. Comme il est malade et que c'est difficile pour lui de se déplacer, il va être présent par la vidéo, si ça veut bien marcher. Je te laisse descendre. Donc il faut que je descende, pardon. Alors, et en attendant que ça marche, en attendant qu'il se connecte, donc vous avez pu voir dans l'entrée, il y a une exposition qu'il a réalisée avec. Faut que tu parles dans le micro plus proche. Avec un photographe, une exposition sur les mains, et il a aussi écrit un livre qui sort ces jours-ci et qu'on va aussi vous présenter. Tu peux mettre la caméra, Lolo, le bouton noir. Et du coup, c'est normal qu'on voit là. Mais non, c'est juste. Bonjour à tous. Salut Jean, attends, j'essaye de me mettre dans la caméra. Si vous m'entendez. Ouais. Tout le monde t'entend, tu peux du coup présenter ta candidature au renouvellement, bien sûr. Oh, officiellement. Voilà, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Malheureusement à distance, mais mon état ne me permet plus de parcourir de si longues distances. En tout cas, voilà, c'est vrai que
durant mon dernier mandat, j'ai non seulement traversé l'Atlantique, mais j'ai surtout traversé 3 ans supplémentaires, ce qui fait que cet été, j'arriverai à 8 ans de maladie, ce qui, j'en ai bien conscience, est exceptionnel, surtout dans l'état où je suis aujourd'hui, en capacité encore de m'exprimer et de m'investir dans des projets, et en particulier ceux de l'ARSLA. Voilà, alors c'est vrai que du coup, j'ai l'audace de prétendre à un 3e mandat pour faire 3 ans supplémentaires. Et pour moi, c'est vrai que cela m'en tient à cœur, notamment par le rôle que je joue au sein de l'association, même si j'aimerais que d'autres malades de Charcot puissent me rejoindre, mais j'ai depuis 3 ans un rôle de témoin, voilà, de porte-parole des malades, même si nos situations sont très très variées. Et ce rôle de porte-parole, c'est déjà pour rappeler à tous, que ce soit dans l'association et à l'extérieur surtout, que nous, malades, nous existons, et qu'au-delà du fait d'être des malades, nous sommes avant tout des personnes. Voilà, des personnes qui ont envie de vivre, de réaliser leurs projets, quels qu'ils soient, de pouvoir être avec les nôtres, nos familles, nos proches. Et donc, il est très important de faire entendre la voix des malades. On l'a vu récemment avec une affaire qui défraye l'actualité. On voit bien que les malades sont très très rares à pouvoir s'exprimer, et donc à montrer qu'ils ont des capacités de décision, des capacités, je dirais, de choix de vie, etc., qui sont multiples et qu'il faut toujours plus respecter. Voilà, et donc c'est dans ce rôle de témoin avant tout que j'aimerais pouvoir exercer un 3e mandat, tout en, bien sûr, m'investissant dans les différents projets de l'association, là aussi pour prendre en compte, on va dire, l'existence des personnes malades, en particulier de celles qui ne peuvent pas s'exprimer. Même si, voilà, beaucoup de choses ont été faites depuis 8 ans, depuis que je suis rentré dans cet univers de la maladie de Charcot, beaucoup reste à faire, et des changements ont eu lieu, mais beaucoup n'ont pas eu lieu, en particulier sur le plan du traitement voilà, médical qu'on attend toujours, que ce soit pour ralentir, stopper ou même supprimer cette maladie. Donc, je pense que moi, mon souhait, mon engagement, c'est d'être là pour être un petit peu l'aiguillon avec d'autres pour qu'on se rappelle que pour chaque malade, le temps est trop compté, et nous avons face à nous un monde de valides où souvent le temps n'est pas assez compté. Et donc, même si chacun fait du mieux qu'il peut, pour nous, évidemment, c'est pas encore assez. Mon engagement, c'est d'être là pour justement qu'on aille toujours plus vite vers des solutions qui peuvent et qui pourront sauver, je l'espère, dans l'avenir, un maximum de vie et de famille. Voilà, merci à vous. Merci Jean. C'est sûr qu'en tant que vice-président, tu nous as beaucoup aidé. Je pense que tu as été l'initiateur principal de la réflexion sur Challenge 2020, le projet stratégique de l'association. Tu mets à disposition tes compétences en termes de communication, puisque c'est ton métier, et donc
tu as fait ça particulièrement en 2018 sur la campagne de com. Tu as ce rôle permanent de nous dire et de nous rappeler cette urgence, l'idée d'essayer de travailler aussi à comment on peut mieux innover sur la recherche dans la SLA, mais aussi je pense qu'au-delà de tout ce que tu fais pour l'association, tu nous donnes vraiment l'exemple à tous et tu es porteur d'espoir pour tous les malades par tes projets. Je sais que tu en as deux particulièrement qui te tiennent à cœur en ce moment. Je sais qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Je ne réduis pas à deux, évidemment. Je sais qu'avec toi, il y en a toujours plus. Mais on a ici aujourd'hui l'exposition de photos sur les mains et ton livre qui va sortir. Peut-être que tu peux juste nous en dire quelques mots. Alors, sur l'expo sur les mains, un mot, c'est que ça a été, on va dire, un essai pour voir comment transformer ma réalité quotidienne, puisque, comme pour tous les malades, on va dire, qui atteignent, on va dire, mon bon état, les soins représentent plusieurs heures par jour. Et donc, comment faire pour donner à cette période des soins une note un peu plus originale et pourquoi pas artistique. Et c'est ce qui s'est passé avec mon aide de vie, Virginie, là, qui intervient le matin, qui avait un super appareil photo sur les téléphones. Vous savez qu'aujourd'hui, les téléphones ne servent plus à téléphoner, mais à prendre des photos. Donc, là, dans ce cas précis, c'était très pratique parce que on a pu faire des séances photos pendant les soins autour de mes mains. Voilà, et c'était une façon. Alors, il y a des textes qui sont associés aussi à ces photos via un livre là, qui a été édité aussi par l'ARSLA, parce que j'ai décidé, avec pour aide de vie, voilà, de donner tous les droits à l'association. Et pour justement illustrer la possibilité d'avoir des relations avec les aidants et entre aidants et malades qui soient différents de ce qu'on peut imaginer. Voilà, et c'est une façon de témoigner là aussi sur la réalité quotidienne en la sublimant au lieu de la rendre, on va dire, repoussante. Voilà, et par ailleurs, c'est vrai que j'ai entrepris un livre l'an passé qui va sortir mercredi prochain, qui s'appelle Chaque jour est une vie, et qui raconte le parcours assez incroyable pour moi de ces 8 ans, où j'ai connu des choses, on va dire, un petit peu comme dans un grand 8, voilà, un parcours qui était tout à fait imprévisible, aussi bien dans le mauvais que dans le meilleur. Et l'idée, c'est de partager voilà, à la fois cette expérience et les réflexions que j'en ai tirées pour aider les malades et ceux qui ne le sont pas à garder espoir. Voilà, et à toujours se dire, eh bien, l'impossible est possible, on peut arriver à repousser les limites, on peut arriver à vivre des choses incroyables alors qu'on est dans un tunnel où tout paraît fini. Voilà, et je me suis dit, au bout de 8 ans, j'ai encore cet optimisme, cette énergie, j'ai voulu la partager. Et donc j'ai fait le pari de publier ce livre. J'ai eu la chance qu'un grand éditeur me suive dans ce projet. Et j'espère surtout, voilà, la chance c'est que dans le livre, j'évoque l'ARSLA, il y a les coordonnées de l'ARSLA pour faire un don, j'ai fait en sorte que l'association soit mise en avant. Et j'espère que le livre sera un déclencheur, en particulier pour la collecte vis-à-vis de l'association, et pour faire réunir, on va dire, les bonnes volontés aussi autour de nous. Donc, c'est aussi une façon, voilà, de promouvoir, entre guillemets, la maladie de Charcot, l'association, et une certaine façon de penser, de vivre la maladie qui se veut toujours, enfin, plus tournée vers la vie que vers la mort. Voilà, c'est un pari. L'avenir dira si c'est réussi ou pas. Mais voilà, donc ça, c'est les deux projets qu'a évoqué Barry et qui se sont concrétisés.
merci Jean, et on sait que merci Jean, on sait que tu ne ménages jamais tes efforts pour parler de l'association et pouvoir promouvoir sa notoriété et les dons. Et tu es d'ailleurs tellement modeste que évidemment tu ne veux pas l'évoquer, mais donc je vais le faire. Évidemment, cette énergie et ces projets ne laissent pas indifférents et ne laissent pas les médias indifférents. Et donc, il y a un portrait de Jean qui sera dans la fin de l'émission demain de 7 à 8 sur TF1. Par ailleurs, Jean a aussi participé au film Lourdes, documentaire qui est sorti sur les écrans le mois dernier, où il peut aussi témoigner de son expérience. Voilà, demain soir, c'est 19h, 19h20. Voilà. Merci. Mais vous voyez qu'il y a des choses à raconter. Alors, effectivement, oui, c'est... Mais merci Marie de te faire mon porte-parole. Voilà. Mais en tout cas, tout ça, en souhaitant en effet que c'est la première, enfin, TF1, c'est la première fois qu'un malade de Charcot finalement bénéficie de la possibilité de témoigner à une heure de très grande écoute, puisque c'est 4 à 5 millions de personnes qui regardent cette émission. Et vous voyez, dans les opérations de communication marketing, on dit toujours qu'il y a à peu près 1% des personnes qui ensuite agissent, c'est-à-dire peuvent donner ou peuvent poser une action. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel avec 5 millions de personnes. On est à 50 000 personnes qui pourraient, on va dire, se connecter à l'association d'une façon ou d'une autre. C'est tout le mal que je nous souhaite. Voilà. Et ça, on le saura après. Bon, en tout cas, merci. Et puis, on a besoin toujours de personnaliser un combat. Et donc, je pense que c'est toi qui personnalise, et toi et bien sûr tous les autres patients qui personnalisent le mieux notre combat commun. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'association, on a encore besoin de toi. Et merci de renouveler ta candidature aujourd'hui. Voilà, et j'appelle les témoignages de tous les autres qui le peuvent, parce que plus on est nombreux à témoigner, plus les choses avancent. Merci. Merci à vous et bonne assemblée générale. Allez, à bientôt Jean, merci beaucoup. Merci. Là, j'ai un souci. J'ai perdu. Du coup, la candidature suivante, c'est celle du professeur Claude Desnuel, donc qui est aussi en renouvellement, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, puisqu'il est à la tête de la filière Filslan SLA, qu'il était à la tête du centre SLA de Nice, et qu'il prend sa retraite mais souhaite continuer à s'investir à nos côtés, et donc il propose sa candidature pour un renouvellement pour un deuxième mandat. Ensuite, on a la candidature de Madame Claude Gassenet. Bienvenue et merci pour cette candidature. Merci. Est-ce que j'ai bien prononcé? Gagné. Gagné. C'est pas grave. Je passe la parole, je ne sais pas si le micro marche. Bonjour, je m'appelle Claude Gannet et donc je suis adhérente de la SLA, depuis fin 2012, début 2013. Et d'année en année, j'ai pu voir la qualité de tout ce que je recevais de cette association que je n'avais malheureusement pas pu connaître autant que j'en aurais eu besoin. Et aujourd'hui, je voudrais apporter mon énergie, mon savoir-faire pour aider cette association. J'ai une formation de marketing que j'ai fait dans des grands groupes et puis ensuite dans une société que j'ai créée. J'aime bien créer, j'ai une capacité à mettre en œuvre. Et si je peux apporter à l'association quelque chose, aux malades, à tout cet environnement, eh bien, j'aimerais bien le faire. Voilà. Merci.
Madame Jocelyne Genex. Je sais pas pourquoi ça. Je me demande si c'est pas ça. T'as touché un peu. Bonjour. Donc moi je viens pour la première fois donc me présenter pour le conseil d'administration. Pas assez près. Voilà. J'ai rencontré la RSLA à partir de la maladie de mon frère et partant du principe que j'ai eu et reçu, et nous avons tous reçu familialement beaucoup d'aide, naturellement il m'est venu à l'esprit de poursuivre mon engagement auprès de la RSLA en étant bénévole dans un premier temps. Donc naturellement, là aussi, vers la ligne d'écoute téléphonique parce que mon métier m'a préparé plus à avoir une relation directe avec les personnes. C'est ce qui m'intéressait quand j'ai commencé mes études, à aller vers la relation humaine. Donc la ligne téléphonique pour commencer, et puis petit à petit, associé à d'autres projets comme la mise en place de la base de données pour le prêt de matériel, parce que c'est une aide énorme. Et je remercie encore la RSLA à ce sujet, puisque ça aide tout le temps et ça continue et ça nous permet de le dire. Donc rendre ce que l'on a reçu, ça me paraît important. En même temps, découvrir et apprendre, c'est un petit peu un sujet d'actualité avec la SLA, puisqu'on a besoin de découvrir de nouvelles choses. Et voilà, donc préparer l'avenir, c'est aussi s'intéresser à ce qui se passe au niveau du conseil d'administration, maintenant que, à la fois, je connais un peu les patients, un peu seulement, parce que tous sont différents, un peu mieux la RSLA et son fonctionnement, et ça me paraît, c'est essentiel, et la préparation de l'avenir, c'est pour tout de suite. Voilà. Madame Delphine Grumelon. Bonjour, je m'appelle Delphine Grumelon, je viens de Vendée, de la région des Pays de la Loire. Je suis toute nouvelle dans l'association puisque j'ai commencé l'université des bénévoles jeudi. Mon mari était atteint d'une SLA. Il est décédé au mois de mars et il m'a laissé en héritage un bulletin d'adhésion à l'ARSLA en me disant tu as quelque chose à faire et tu es à ta place. Donc c'est pour ça que je suis ici devant vous aujourd'hui. Hervé n'est plus là, mais d'autres Hervé sont là et encore beaucoup d'autres prénoms le sont encore et ont besoin de nous. Donc si je peux apporter mon grain de sable à l'association et représenter et faire entendre mon vécu avec la maladie, ou s'adapter, c'est notre quotidien. S'adapter à tout et je serais très heureuse de faire partie de l'association. Merci beaucoup. Après, il y a la candidature au renouvellement de Lorraine Petitjean, qui est une patiente et qui, du coup, n'a pas pu se déplacer, mais qui a aussi écrit la lettre dans le document que vous avez reçu et qui a partagé ses motivations pour renouveler sa candidature. Nous avons aussi Madame Anne-Claire Serre. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne-Claire Serre. J'ai adhéré à l'ARSLA quand mon père est tombé malade.
Et suite à son décès en décembre dernier, je me suis dit que j'aimerais donner mon temps et mon expérience, puisque l'association nous avait beaucoup aidés, ma mère, ma sœur et moi. Voilà, donc qu'est-ce que je sais faire? Je travaille en finance. Je fais aussi partie de l'Institut français des administrateurs. Donc voilà, si je peux utiliser mon expérience personnelle et professionnelle au bénéfice de l'association, et j'en suis ravie. Voilà, merci beaucoup à tous. Et Monsieur Jean-Claude Trottel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Jean-Claude Trottel. Je suis originaire de Savoie. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai été sensibilisé à la SLA par la maladie d'un proche, en l'occurrence mon épouse, que j'ai accompagnée pendant plusieurs années. Et j'ai été impressionné par la solidarité et l'efficacité de l'ARSLA. Je suis donc devenu bénévole et ensuite responsable d'antenne depuis 2016. Et cette fonction très polyvalente permet d'appréhender beaucoup de problématiques et surtout de rencontrer des malades, ce que j'ai fait effectivement avec beaucoup d'engagement, de passion et de souci d'efficacité et de solidarité. Et compte tenu du double rôle de l'ARSLA, à la fois de financement de la recherche, mais aussi de soutien aux malades, j'estime aujourd'hui possible d'avoir un engagement supplémentaire en posant ma candidature au conseil d'administration. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, même si on est sur la bonne voie. Et je ne vais pas prolonger davantage, puisque je sais que vous attendez avec impatience l'intervention de nos deux professeurs. Voilà, merci de votre écoute. En tout cas, je voulais sincèrement remercier l'ensemble des candidats pour leur candidature. On a déjà toujours besoin de nouveaux candidats. Je le prends aussi comme un compliment pour le dynamisme de notre association, de voir toutes ces personnes et toutes ces compétences prêtes à se joindre à nous. On a aussi des règles assez vertueuses, je trouve, au conseil d'administration, qui sont qu'on ne peut pas faire plus de 3 mandats. Et 3 fois 3 ans, en fait, on ne dirait pas, mais ça va vite. Et donc, du coup, on a toujours besoin de candidats. Et donc, je remercie l'ensemble des candidats pour leur candidature. Et surtout, puisque, donc, du coup, vous devez cocher 5 cases au maximum et qu'on a 8 personnes, je prie ceux qui ne seraient pas élus de persévérer et de se représenter l'année prochaine. Donc, voilà. Vous allez maintenant pouvoir procéder au vote. On va